Invitée de E-Tech aujourd'hui, Sophie Nerbonne, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un immense plaisir que vous ayez accepté effectivement notre invitation sur e-radio et e-TV. Vous travaillez à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté de France, dont vous êtes la directrice en charge de la co-régulation économique, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. On précise rapidement que la CNIL est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. Pour simplifier pour nos auditeurs et téléspectateurs, on dira que c'est la CDT de France. D'abord, l'actualité qui affecte Facebook, on le sait, qui l'a affecté la semaine dernière. Est-ce que ça ne fragilise pas davantage le réseau social? Alors, il est vrai qu'avec la forte utilisation des réseaux sociaux, le moindre problème a tout de suite des proportions extrêmement importantes. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des failles de sécurité sur le réseau. Tout à fait, d'où ma question. Exactement. Et ça nécessite de savoir qu'on ne peut pas régler une fois pour toutes les problèmes techniques. Il faut s'assurer au fil de l'eau, en continu, de la conformité de ces dispositifs sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan de l'utilisation et de l'exploitation des données. Et il y a plusieurs années, Facebook avait déjà eu des problèmes avec effectivement la tentative de commercialisation des informations et de multiplication des sollicitations commerciales. Il y a eu d'ailleurs, entre autres scandales, le scandale Cambridge Analytica, des données de plus de 87 millions d'usagers dans le monde détournées à d'autres fins. Exactement, à des fins de manipulation pour orienter le choix des électeurs. Et ceci a créé une onde de choc dans les populations et chez les dirigeants, qui était de se dire qu'effectivement, c'est extrêmement positif d'aller dans une société numérique parce qu'on a un accès à l'information, au service qui est beaucoup plus facile, mais en même temps, il faut faire attention au risque de désinformation, de pouvoir confronter les sources, et là les journalistes ont un rôle essentiel. Tout à fait. Mais très souvent ils sont embarqués dans une chaîne de l'immédiateté et il faut tout de suite, sans réfléchir, courir après l'information. Donc il est important de savoir effectivement se poser. Et sur la question de la protection des données personnelles, ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis 1 an maintenant en Europe, nous appliquons le règlement général de la protection des données personnelles. Le RGPD, dont on a célébré le premier anniversaire le 25 mai dernier. Exactement. Et cet anniversaire a permis de faire déjà un premier bilan de ce texte. Ce texte, il sert à quoi? En fait, il sert à avoir une position européenne complètement unifiée qui permet d'imposer à tous les acteurs, où qu'ils se trouvent dans le monde, d'avoir à respecter les mêmes règles que les entreprises et les acteurs européens. Dans les pays africains, nous y reviendrons notamment. Absolument. C'est vrai que cela vise tous les acteurs qui auraient vocation à collecter et à traiter des données relatives à des Européens qui résident sur le territoire européen et qui se voient donc imposer les mêmes règles, de façon à ce que ça ne crée pas une distorsion de concurrence entre les entreprises européennes et les entreprises étrangères. Et on a dit qu'effectivement, c'était un texte qui était destiné à attraper les GAFAM pour pouvoir les obliger à respecter les mêmes règles du jeu. Parce qu'effectivement, si tous les acteurs ne respectent pas les mêmes règles, on a des disparités qui ne sont pas équitables. Et des distorsions de concurrence. Oui, mais ma question de tout à l'heure, justement, garde toute son importance. Est-ce que finalement, Facebook, à force de nous habituer à des scandales de ce genre, que ça soit volontaire ou pas, quels sont les risques qu'encourt Mark Zuckerberg? Alors, les risques en termes de sécurisation des données, de façon à éviter l'accès et la réutilisation par des tiers non autorisés, sont effectivement prévus les manquements à la sécurité par le RGPD. Et il y a déjà plusieurs plaintes concernant Facebook qui sont en cours d'instruction par les autorités européennes dans le cadre d'un système de gouvernance européenne où le pays d'Europe où est installé Facebook, en l'espèce c'est l'Irlande, va instruire le dossier
va effectivement mener une instruction, faire un projet de décision qu'il va transmettre à ses collègues, donc à la CNIL par exemple, mais également aux autres autorités européennes, pour qu'une décision soit prise d'un commun accord. Vous voyez, il y a un système de gouvernance pour décider du résultat de l'enquête et du montant, le cas échéant, de la sanction. Si les autorités européennes ne sont pas d'accord entre elles, ce qui est susceptible de se produire, à ce moment-là, c'est le Comité européen à la protection des données qui donnera un avis contraignant. Donc, ces plaintes sont en cours et ce que Facebook encourt potentiellement comme sanction, oui. Le plafond qui est fixé par le règlement est, comme vous le savez, de 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc, vous voyez qu'on atteint effectivement des sommes extrêmement importantes. On s'en prend au portefeuille. On s'en prend au portefeuille et c'est indispensable parce que c'est ce qui permet de montrer qu'on est maintenant dans un domaine où les sanctions étant potentiellement très lourdes, il est nécessaire de prévoir des mécanismes en interne et de renforcer tout ce qui peut permettre de sécuriser ces données. Mais j'imagine que l'enquête doit être surtout technique parce que Facebook peut dire à un certain moment sur l'ensemble des scandales qui l'ont affecté que moi, Facebook, moi, Mark Zuckerberg, je suis plus victime que coupable. On fait quoi dans ce cas? Alors ça, il peut dire ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est ce que diront les autorités de protection des données et la part de responsabilité. Est-ce que vous avez les compétences pour enquêter sur des cas très techniques? Alors, effectivement, c'est une bonne question. En termes de compétences, à la CNIL, nous avons développé un service de l'expertise qui a recruté une vingtaine d'ingénieurs experts. Vous en avez certains qui sont plutôt experts sur les techniques d'anonymisation, d'autres techniques de chiffrement. Donc, on a effectivement toute une série d'experts que l'on veut pouvoir mettre à disposition des autres autorités européennes qui peuvent être plus petites et donc moins bien staffées en termes techniques, pour que ces compétences bénéficient à tout le monde au sein de la gouvernance européenne que je vous ai décrite, puisque c'est un système de coopération entre les autorités de protection des données. Donc ça, c'est intéressant parce que ça signifie qu'il pourra y avoir des compétences techniques spécifiques dans une autorité qui pourront servir à d'autres autorités européennes. Oui, mais ce qu'on voit sur le plan de la coopération intereuropéenne, que ça n'est pas toujours une sinécure. On le voit un peu avec la taxation des GAFAM, si je dois ajouter Microsoft. On voit que la France s'écarte un peu des rangs en mettant en avant, si je me trompe, une taxation de 3% sur le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays européens. On le voit, même européens, on peine un peu à retrouver la grande union. Alors, vous avez parfaitement raison pour ce qui concerne le domaine fiscal, où là, il n'y a pas eu de prise de position harmonisée des États européens. Or, en matière de protection des données, c'est là où l'Europe a réussi à parler d'une seule voix, puisque en matière de protection des données, que ce soit les règles et les obligations à respecter pour les acteurs, que ce soit les acteurs privés comme Facebook ou des acteurs publics, sont effectivement les mêmes pour tous les pays européens, ainsi d'ailleurs que les droits et les libertés dont peuvent bénéficier les personnes. Donc là, on a réussi dans le domaine de la protection des données, mais pas dans le domaine fiscal, pas dans le domaine social, mais ce qui a été réussi dans le domaine de la protection des données, nous pensons que ça peut aussi s'appliquer dans le domaine de la fiscalité ou du droit social. Donc c'est un domaine où je crois que les multiples scandales, que ce soit Snowden, que ce soit effectivement les écoutes par des pays pourtant partenaires de dirigeants européens, ont provoqué une onde de choc qui a fait que l'Europe a décidé effectivement d'adopter ce texte qui est très fort. C'est un pari maintenant pour nous, autorités chargées de la protection des données et de la supervision et de l'application de ce texte, de faire en sorte qu'on démontre qu'il est effectif, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un beau texte écrit, mais que c'est du concret. Donc, ce que l'on peut dire très concrètement, au bout d'un an,
c'est qu'en ce qui concerne la CNIL, il y a déjà eu une première sanction contre Google s'agissant effectivement de l'application Android associée au compte Google. Tout comme contre Google. Oui, voilà. Google. Première sanction de 50 millions d'euros, on peut dire, ce n'est pas important par rapport à... On a même suivi la colère de Trump après, n'est-ce pas? Et donc, ça montre qu'effectivement, on voulait aller vite sur un sujet qui touche des millions d'internautes. Et l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir en France, a également saisi les tribunaux directement pour intenter une action collective pour le compte des 28 millions d'internautes français qui utilisent l'application Android associée au compte Google, en disant nous allons demander à titre de dédommagement 1 000 € par personne, parce que Google, effectivement, s'est comporté de façon tout à fait contraire à ce que prévoit le règlement en matière de respect des droits des personnes, c'est-à-dire droit à l'information et à la possibilité de contrôler l'utilisation qui est faite des données. Et en frappant les géants du net, les Google, Amazon, Microsoft, Apple, en les frappant au portefeuille, est-ce que vous avez l'impression que vous les atteignez vraiment des puissantes machines qui font plus de 1 000 milliards en capitalisation boursière, 1 000 milliards, et je précise bien, de dollars, et nous sommes en Afrique? C'est vrai que utilisons cette capitalisation boursière quand on met ceci en regard des montants de sanctions qui peuvent être potentiellement appliqués, je rappelle, 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Ça donne un petit peu une idée de ce que ça pourrait être pour eux. Et l'optique, c'est surtout de leur faire prendre conscience qu'on est maintenant dans une autre échelle. On est passé à autre chose, parce que pendant longtemps, la protection des données n'a pas été prise au sérieux, parce que le montant des sanctions n'était pas suffisant. Ce temps-là est révolu. Donc on sent bien dans ces différents GAFAM, de toute façon, que les actions se multiplient. Pour le moment, ça peut ressembler à des piqûres de moustiques, mais ça va devenir beaucoup plus violent. Maintenant, avant d'aller plus loin dans cette interview, j'aimerais un peu qu'on s'arrête davantage, qu'on s'arrête encore, Madame la directrice, sur le RGPD. On l'a dit, on a fêté la première année du RGPD, le Règlement général de protection des données personnelles, qui s'applique aux Africains si les Africains, bien sûr, manipulent des données des Européens. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme premier bilan de la mise en application de ce fameux texte communautaire? Alors, en ce qui concerne, effectivement, pour les Africains qui ont à utiliser des données relatives à des ressortissants européens, oui, soit parce que ce sont des filiales de groupes européens qui travaillent sur le sol africain et qui traitent ces informations, ou des entreprises africaines qui sont des sous-traitants, des partenaires commerciaux d'entreprises européennes. Oui. La situation pour elles, c'est qu'effectivement, selon qu'elles sont dans une position de sous-traitante, c'est-à-dire le sous-traitant au sens du RGPD, c'est l'entreprise qui va traiter les données pour le compte d'une autre entreprise. Et il y a toute une série de nouvelles obligations qui sont mises à la charge de ces sous-traitants par le RGPD. Nous avons fait un guide pratique qui est accessible sur le site de la CNIL pour les sous-traitants, pour bien qu'ils comprennent quelles sont leurs nouvelles obligations. Et puis, ce qui est très important, c'est de ne pas faire des copier-coller du règlement, mais de vérifier quelle est la réalité de la prestation informatique qui est opérée sur le territoire africain. Beaucoup d'entreprises européennes qui travaillent dans le monde et qui ont des filiales partout, y compris donc en Afrique, ont ce qu'on appelle des règles internes d'entreprise, qui sont des codes de conduite qui organisent les transferts de données personnelles, oui, hors de l'Union européenne. C'est un système de garantie pour préserver effectivement la bulle de sécurité de ces données. Donc je dirais que ces entreprises, avec les règles internes d'entreprise, auxquelles adhèrent donc toutes leurs filiales, sont déjà
très en avance par rapport au RGPD. Elles avaient anticipé en mettant en place tous les process de règlement des plaintes si jamais il y a des plaintes, un système d'audit et de contrôle interne, la cartographie des traitements et des flux de données pour savoir dans quel pays ils sont envoyés, si ce pays est considéré comme ayant une protection adéquate ou pas avec l'Europe. Et vous avez effectivement plusieurs pays africains qui sont dans cette démarche de demander une adéquation européenne. Il y a des victimes africaines du RGPD? Je ne dirais pas ça. Au contraire, je pense que c'est une législation... Est-ce qu'il y a eu des entreprises africaines qui ont été frappées au portefeuille ou punies en tous les cas pour avoir, disons, pour n'avoir pas bien agi avec le RGPD, avec vos données? À ma connaissance, ça n'est pas le cas. À ma connaissance, ça n'est pas le cas. Ça n'exclut pas que cela puisse se produire. On pourrait imaginer, par exemple, un contrôle de la CNIL dans une entreprise donc française dans lequel on découvrirait qu'effectivement une partie des informations sont transmises à un partenaire extérieur sur le territoire africain, sans qu'il ait été prévu de contrat pour s'assurer effectivement des mesures de sécurité et des autres aspects devant être couverts. Et à ce moment-là, effectivement, on serait en mesure de sanctionner l'entreprise française pour ceci. Et lui pourrait éventuellement se retourner contre son prestataire africain s'il n'a pas respecté ce qui était prévu par le contrat. Et peut-être même aller jusqu'à la fermeture du contrat. Mais notre objectif n'est pas celui-ci. Notre objectif est vraiment de créer une espèce de bulle de confiance entre les différents partenaires commerciaux qui sauront qu'ils traitent les données conformément à ce qu'il est prévu dans le contrat. Oui. Et c'est une bulle de confiance qui est bonne à la fois pour les clients, qui sont l'objet de ces traitements et qui savent et qui ont confiance dans les services qui sont apportés. Et c'est bon pour le business aussi, puisque ça permet de le développer. On parle beaucoup d'exterritorialité, je pense que j'y arrive, n'est-ce pas? Quand on parle de ce RGPD-là appliqué à l'Afrique, est-ce que ça veut dire pour autant que la CNIL a les compétences géographiques, je m'explique un peu, les compétences par exemple de quitter la France, débarquer dans un pays africain comme le Sénégal, puisque nous sommes à Dakar, pour voir un peu si la réglementation est bien appliquée? Alors, ça ne serait pas possible tout simplement pour des raisons de souveraineté. On ne va pas débarquer sur le territoire même en accord avec les autorités sénégalaises. Par contre, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Si ça se produisait, il y a une autorité de protection des données au Sénégal. Donc, bien évidemment, ce que l'on fera, c'est qu'on transmettra les informations relatives à la plainte à la CDP en l'occurrence, en lui disant... Ça n'est pas encore arrivé à ma connaissance, mais ça peut arriver. Et à ce moment-là, effectivement, nous transmettrons les éléments pour demander à l'autorité sénégalaise de mener une enquête, de faire des investigations, de nous tenir informés. Et le cas échéant, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans le cadre de la coopération européenne par le RGPD. Et la CDP est tenue de s'exécuter, non? Alors, il y a juridiquement, le RGPD prévoit qu'entre les autorités européennes, c'est une obligation juridique. Pour ce qui est de la sphère extra-européenne, c'est une recherche de coopération. Donc, on est dans ce cadre-là, c'est l'article 50 du RGPD qui prévoit cette coopération renforcée, sans que soit prévu à ce stade-là d'obligation de coopération, mais il y a bien évidemment un système d'entraide et de solidarité. Et des intérêts convergents, sûrement, on imagine. Et des intérêts convergents pour une meilleure application de la réglementation. Parce que vice-versa, la CDP voudra peut-être un jour contacter la CNIL pour, disons, travailler sur une affaire qui regarderait des citoyens sénégalais et en France, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est effectivement, la réciproque est parfaitement exacte. Est-ce qu'on peut imaginer un RGPD à l'inverse, autrement dit, un RGPD africain qui s'imposerait aussi à l'Europe? Absolument. C'est vrai qu'en procédant de cette façon, l'Europe a voulu envoyer un message fort, non pas à l'Afrique, mais comme vous l'avez compris, c'est effectivement tous ces GAFAM qui ont développé des modèles extrêmement agressifs de captation de toutes les données
aussi bien des données africaines que européennes, partout dans le monde. Mais est-ce qu'on ne doit pas dire à la décharge également des GAFAM, des Google, Microsoft, Amazon, Apple, que également, parfois, il se trouve que ce sont même les citoyens, les usagers, les simples usagers, qui offrent gratuitement leurs données à ces géants-là. Le fait, par exemple, de mettre la photo de ses parents, des données parfois sensibles de son fils, de ses enfants, une vidéo pas du tout regardable, qu'on mette ça gratuitement sur Internet. Est-ce qu'on ne devrait pas aller également vers la sensibilisation? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est crucial, qui est effectivement ce qu'on appelle l'éducation au numérique. On a créé un collectif qui réunit environ 70 organismes qui sont aussi bien issus de l'éducation nationale, la société civile, des fondations d'entreprises qui ont une mission de sensibilisation et de pédagogie pour faire prendre conscience aux individus, que ce soit les enfants pour commencer. Ça va être plus compliqué avec des adolescents qui, par définition, veulent effectivement pouvoir s'exposer en permanence sur les réseaux. Mais les parents, les professeurs, tout le monde doit être formé pour comprendre qu'effectivement, ça paraît très fun et très drôle de pouvoir poster des scènes de fête où on a un petit peu bu, où des étudiants vont montrer leurs fesses, mais que quand ensuite ils cherchent un travail ou qu'ils cherchent un logement et que sont accessibles toutes ces informations, cela peut se retourner contre eux. Ça s'appelle la e-réputation. Et ça s'appelle la e-réputation. Et de plus en plus, nous recevons des plaintes de ce genre, de personnes qui disent, et sans avoir filmé leurs fesses sur Internet, donc c'est simplement qu'il y a des mauvaises appréciations qui sont faites parce qu'entre petits amis, par exemple, il y a des disputes et donc ce sont des vidéos qui circulent et qui sont très négatives pour le partenaire. Et là, vous mettez le doigt, chère madame, sur l'un des points assez importants et majeurs du RGPD, le Règlement général de protection des données européen, c'est bien sûr le droit à l'oubli. Est-ce que ce n'est pas quelque chose en trompe-l'œil, en quelque sorte? Parce que on peut par exemple demander à Google d'effacer ces données, mais que ces données-là soient téléchargées par quelqu'un d'autre qui n'est pas connecté et dont Google, disons, n'a aucune compétence, aucune possibilité. Alors, dans ce droit à l'oubli, c'est vrai que c'est le droit au déréférencement par Google. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous tapez le nom d'une personne sur Google... Mais ça ne règle pas le problème, ça ne règle pas la question intégralement, vous êtes d'accord? Ça ne règle pas la question de ce que l'information qui est publiée sur un site, la personne qui est gênée par une information peut adresser une demande de suppression du site éditeur, mais s'il s'agit d'un site d'information, le droit à la protection de la vie privée s'applique, mais le droit liberté d'expression et les sources journalistiques pour la liberté d'information existent aussi. Donc il y a un compromis. Effectivement, c'est un compromis. Voilà, compromis qui prend en compte toute une grille d'analyse. Est-ce que c'est une personne publique qui demande à exercer son droit ou est-ce que c'est une personne privée qui, au vu du fait qu'elle ne présente aucun intérêt journalistique, se verra considérée par la CNIL comme effectivement ayant un droit à la suppression de l'information. Et ne serait-ce qu'à en juger par ces calculs, ces arbitrages-là, on voit que ce n'est pas simple. Alors, ce n'est pas simple parce que c'est au cas par cas. Donc, effectivement, c'est difficile d'édicter une règle générale parce que selon qu'il s'agit d'un ancien homme politique accusé de corruption ou d'une personne dont le petit ami a posté des vidéos effectivement compromettantes pour la vie privée de son ex-partenaire, bien évidemment qu'on ne prendra pas la même position. Mais ce qui est certain, c'est que la possibilité pour Google, à partir d'un nom, de permettre cet accès à tous les sites qui ont le nom de la personne est en soi un traitement et la possibilité de déréférencer, effectivement, là-dessus, nous avons demandé à Google de le faire et le traitement des plaintes se passe bien. Et ça nous permet de parler également de la loi française anti-fake news. Votre président de la République, très sensible à la problématique, tout comme à l'échelle internationale, tout comme ses homologues à l'échelle internationale, a fait en sorte que la France ait obtenu aujourd'hui un texte qui permet aux juges de demander le retrait d'un article compromettant en 48 heures. Est-ce que ça ne renvoie pas un peu, même si on comprend bien l'esprit du texte, ça ne renvoie pas un peu à une justice expéditive?
Ce sera de toute façon pour des cas d'urgence qui restent sous le contrôle du juge. Donc je pense qu'effectivement, l'intérêt est de prendre en considération cette possibilité de dissémination extrêmement rapide par l'importance des réseaux et du dommage que cela peut causer extrêmement rapidement. Je pense à l'exemple qui nous en a été donné aujourd'hui lors de cette conférence par une représentante marocaine qui faisait état de boycott, campagne de boycott. La responsable Afrique de GFI. Alors, effectivement. Ça importe peu, allons-y ouais, à l'exemple. Parce qu'elle faisait état de ce que, en quelques mois à peine, les ventes des 3 entreprises qui ont été boycottées sur Internet, sans que l'on sache vraiment pour quelles raisons, oui. Avaient eu des conséquences très dommageables pour elles, avec une perte de chiffre d'affaires faramineux en quelques mois à peine. Donc on voit bien, là il s'agit d'entreprises, mais pour des personnes physiques, il peut y avoir exactement les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, s'agissant du respect de leur vie privée. Et on voit bien qu'effectivement, il faut pouvoir agir à l'encontre de cette capacité technique de dissémination de l'information. Est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, question que j'avais posée à Tidjane Dème, ancien directeur général de Google Afrique francophone, aujourd'hui à la tête d'un fonds assez important qui est Partech Africa. Je lui avais demandé si finalement, à force d'observer un peu ce qui se passe avec les différentes évolutions du net, est-ce qu'on n'en est pas arrivé à cette image que nous renvoie, disons, la littérature, un monstre qui échapperait au contrôle de son créateur, des géants du net finalement qui échapperaient au contrôle de leur créateur. On a vu même la sortie, le coup de gueule un peu du fondateur du web. Qui, effectivement, considère que ça ne correspond plus à ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Et il y a effectivement... Des positions réaffirmées, excusez-moi, confortées par le cofondateur de Facebook. Exactement. À la veille un peu de la visite de Mark Zuckerberg chez vous en France. Tout à fait. Et donc, ça montre bien qu'il y a une réflexion sur l'évolution de ces sociétés qui ne plaît pas à tout le monde, y compris à leur concepteur initial, et qu'en tout cas, ce qui est essentiel, c'est de ne pas considérer qu'on doit baisser les bras et qu'il n'y a rien à faire, puisque au contraire, il est possible, et il n'est pas trop tard, pour reprendre en main son destin, commençant par l'éducation au numérique. Donc ça, effectivement, c'est essentiel, et vous le voyez dans les jeunes qui de plus en plus utilisent des réseaux, que ce soit Snapchat ou autres, qui effacent les informations immédiatement. Ce sont des informations temporaires parce qu'ils sont bien conscients que ça ne sert pas forcément la cause que de garder toutes ces informations. Et l'exemple important ici, c'est le Google français, chez vous. Un Google qui vous promet qu'aucune de vos informations ne sera stockée. Alors, ça, c'est vrai que... Le Quant, si je me trompe. Oui, oui, tout à fait. Un moteur de recherche qui est Privacy by Design. C'est l'alternative aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'ils gagnent des parts de marché. Ils cartonnent, je vois. Et effectivement, le Parlement français a décidé de l'utiliser et non plus Google. Donc, le marché est en train de bouger, de changer. Et c'est assez intéressant de voir que des petites startups se disent qu'il y a un créneau, qu'il y a effectivement, s'agissant des technologies protectrices de la vie privée, un marché à prendre et que c'est un atout, c'est un argument de compétitivité pour dire, vous voyez, avec moi, vous n'aurez pas les problèmes que l'on peut rencontrer avec Facebook par rapport à ces incidents dont vous parliez à l'instant. Donc, effectivement, c'est en train de monter et nous voulons effectivement aider et promouvoir ce type de technologies qui sont respectueuses de la vie privée, à la fois sensibilisant les fonds d'investissement, les actionnaires, de plus en plus, ça fait partie de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, et avec la prise en compte par les entreprises de leur environnement sociétal, que ce soit la transition énergétique, la lutte contre les discriminations, la protection des données trouve sa place et a tout son rôle à prendre.
Merci beaucoup. Très rapidement, il faut que je revienne un peu à une question que je vous ai posée au départ de cette interview. Madame Sophie Nerbonne, je rappelle que vous travaillez à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté de France, dont vous êtes la directrice en charge de la co-régulation économique. C'est aujourd'hui avec les scandales qui se multiplient et qui affectent Facebook, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question la future crypto-monnaie du géant des plateformes, la future crypto-monnaie qui arrive en 2020, le Libra? Alors ça, je crois que c'est un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que ces crypto-monnaies sont un petit peu passées sous l'œil des superviseurs financiers. Donc, je crois qu'à l'échelle de la façon dont les nouvelles technologies galopent, c'est loin 2020. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un coup de semonce pour Facebook. On va voir la façon dont... Un énième coup de semonce, disons. Un énième coup de semonce, exactement. Et effectivement, l'avenir nous dira, en tout cas, si cette crypto-monnaie se développera ou pas. Dernier point, la fiscalité des GAFA, ça a été au cœur du rendez-vous de Dakar, le forum qui a porté sur la souveraineté numérique et la protection des données. L'Afrique pourrait-elle avoir, elle aussi, une fiscalité des GAFA à sa manière, à sa façon? Alors, sur les questions de fiscalité, effectivement, pour lesquelles les autorités de protection des données ne sont pas du tout compétentes, mais je pense qu'on a quand même l'exemple de la possibilité, en matière de protection des données, de trouver un consensus et des règles communes. Ça n'est pas encore le cas sur le plan fiscal, mais pourquoi pas? Je dis effectivement, bien évidemment, le continent africain... Mais au moins, la France a montré l'exemple, a montré le chemin. Oui, mais elle est isolée. Et on se dit qu'effectivement, si ce n'est pas une position commune, ça a peu de chances tout de même de pouvoir trouver une concrétisation. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à travailler ensemble au niveau d'une région, d'un continent, pour pouvoir peser suffisamment auprès, comme vous le rappeliez, de géants qui ont une importance plus forte que les États. Sophie Nerbonne, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à notre invitation interview pour le groupe de médias E-Media Invest. Je rappelle rapidement que vous travaillez à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté de France, c'est l'équivalent de la CDP du Sénégal. Et à la CNIL, vous êtes en charge de la co-régulation économique. On précise que la CNIL est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers. C'est important de le préciser, contenu dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Rendez-vous la semaine prochaine.